Bonjour à toutes et à tous, évidemment merci pour l'invitation. Un réel plaisir de pouvoir, avec vous, tenter de dresser un panorama de la crise que l'on connaît à l'heure actuelle, revenir sur les raisons d'être de cette crise et en même temps comprendre comment ça peut être une opportunité pour chacune et chacun d'entre vous. Un rappel, dans un premier temps, on parle à l'heure actuelle beaucoup dans les médias, au niveau politique, du marché européen de l'électricité. Le marché européen de l'électricité, qu'est-ce que c'est ? C'est un marché qui permet de vendre et d'acheter de l'électricité, comme son nom l'indique, mais qui repose sur un principe fondamental, un principe physique, qui est celui de dire que l'électricité ne se stocke pas, en tout cas pas en grande quantité. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes dans une obligation, 24 heures sur 24, de gérer un équilibre entre d'une part l'offre d'électricité, qui est produite à partir de centrales, et dans un autre temps, la demande d'électricité, que chacune d'entre nous, on génère en allumant les lumières, en faisant tourner nos entreprises. À partir de ce constat-là, le mécanisme de formation de prix sur le marché de l'électricité, il est de dire que la dernière centrale, qui va permettre de répondre à la demande d'électricité, a un rôle crucial. Sans cette centrale, on est dans une situation de blackout. Et donc à tout moment, des centrales doivent pouvoir être mobilisées pour répondre à la demande en électricité. À l'heure actuelle, ces centrales, ce sont des centrales à gaz. Et vous voyez sûrement où je veux en venir, vu que le prix du gaz a été multiplié par 10 au cours de l'année, à partir du moment où le prix du gaz est multiplié par 10, par effet domino, le prix de l'électricité est multiplié également dans des proportions qui sont similaires. Ça explique pourquoi, à l'heure actuelle, les prix de l'électricité ont connu une très très forte augmentation sur l'année à venir. Ça, c'était un rappel qui, je pense, sera cardinal dans le reste de la présentation. Pourquoi ? Parce que, là, vous le voyez très clairement, on est sur une augmentation des prix qui est jusqu'à présent jamais vue, même dans le cadre des précédents chocs pétroliers, sur le gaz. On a vécu le premier choc gazier de l'histoire et qui est né à partir de l'été 2021. Ça, c'est un point qu'il faut rappeler. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui nous met dans cette situation-là, puisque la guerre en Ukraine ne fait qu'exacerber la situation qu'on a connue auparavant. Mais pour rappel, Jean Castex mettait en place le bouclier tarifaire dès octobre 2021. Et donc, cette crise des prix de l'énergie a eu des conséquences sur lesquelles on va revenir, mais est surtout née du fait de la reprise post-Covid, à partir du moment où les entreprises ont redémarré, et à partir du moment où Vladimir Poutine, déjà à l'époque, mettait en place des restrictions sur l'envoi de gaz. En septembre 2021, on se rend compte qu'on recevait déjà 20% de gaz en moins. Et donc évidemment, à l'époque, on n'était pas en capacité de réellement comprendre le pourquoi du comment, mais on se doutait bien qu'il y avait derrière une manipulation du marché. C'est le premier cercle que vous pouvez observer sur cette slide. Le deuxième cercle que vous pouvez observer sur cette slide, qui est une augmentation des prix du gaz, fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça, c'est évidemment une réaction normale du marché qui se rend compte que, suite à cela, il n'y aura vraisemblablement pas de retour en arrière et que les prix du gaz vont rester élevés pour les années à venir. Le troisième pic que vous pouvez voir sur la slide, c'est à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on n'aurait vraisemblablement plus de gaz du tout. C'est-à-dire que les approvisionnements en gaz qui, avant la guerre, étaient de l'ordre de 40% en provenance de la Russie, sont tombés à l'heure actuelle autour de 7%. Et ça nous conduit à nous dire que pour la préparation de l'hiver prochain, on n'aura vraisemblablement plus de gaz russe. Et donc il faudra s'adapter. Et ça va obliger donc l'ensemble des acteurs à réfléchir à la manière dont ils vont pouvoir diversifier leurs approvisionnements et en même temps réduire leur demande en gaz. À l'heure actuelle, on le voit sur les marchés qu'il y a une accalmie. Mais cette accalmie, elle n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle. Elle est due à plusieurs facteurs. Le premier des facteurs, c'est que les Européens ont très rapidement rempli leur stockage de gaz. On en parle très souvent, les stockages de gaz, ça permet d'assurer une consommation au cours de l'hiver et ça permet de couvrir 25 à 30% de la consommation hivernale. Donc c'est assez important, c'est un matelas sur lequel on peut se reposer, mais on doit se rendre compte que ça, c'est seulement une vision de très court terme, puisqu'une fois qu'on sera sorti de l'hiver, il faudra à nouveau remplir ces stockages de gaz. Et à l'heure actuelle, on a rempli ces stockages de gaz grâce au gaz russe, mais comme je vous l'ai dit auparavant, on n'aura vraisemblablement plus de gaz russe pour les remplir pour l'hiver prochain. On a ensuite, vous l'avez tous et tous remarqué, une accalmie au niveau de la météo. À l'heure actuelle, très peu de gens ont commencé à se chauffer chez eux, et c'est pareil pour les entreprises. Ça sera peut-être pas le cas l'année prochaine, et c'est un aléa qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc très concrètement, il faut faire en sorte, dès à présent, de tenter de comprendre l'intérêt de réduire le chauffage de gaz. 1 degré en moins, c'est 7% de consommation de moins pour un foyer. Donc là, on se rend bien compte du potentiel que peut avoir une réduction de la consommation de gaz au niveau individuel, mais également au niveau des entreprises, puisque les entreprises sont évidemment des facteurs où on peut opérer ce genre de transformation. Et puis un facteur qui est également très dimensionnant, c'est le fait que la Chine
à l'heure actuelle une stratégie zéro Covid et donc n'a pas acheté énormément de gaz sur le marché international. Ça va vraisemblablement plus être le cas les années à venir parce que la Chine va à un moment donné faire repartir son économie et donc on sera en compétition directement avec elle, nous Européens, pour tenter de faire face et de sécuriser ses approvisionnements en gaz. Tout ça nous conduit à dire que cette crise elle pourrait durer dans le temps. Et les modélisations qui sont faites à l'heure actuelle par les Européens, notamment la Banque Centrale Européenne, conduisent à ce constat-là. On est vraisemblablement sur une hypothèse de prix où en 2024, les prix de l'électricité resteront à des niveaux autour des 250 € le mégawattheure. Pour vous donner un ordre de grandeur, avant tout ça, en 2019, on était autour de 50 €, donc c'est x5. Pour le prix du gaz, on reste sur des niveaux de prix où il devrait être entre 3, 4, 5 fois plus élevé que ce qu'il était en 2019. Et donc ça implique d'avoir dès à présent une stratégie qui va penser la manière dont vous allez pouvoir et devoir investir pour faire en sorte de vous prémunir face à ces chocs de prix qui vont être les plus récurrents possibles. On vit actuellement une crise des prix des énergies fossiles. Si on veut sortir de cette crise, il faudra sortir des énergies fossiles. Mais ça s'aménage. Il faut le penser sur le long terme. Il y a une logique de planification derrière. Et cette planification, elle est d'autant plus légitime à partir du moment où les hypothèses de prix sont aussi élevées pour les années à venir. On est à l'heure actuelle dans une situation où on peut se demander si on aura une pénurie d'énergie pour cet hiver et pour l'hiver prochain. Cette pénurie d'énergie, elle est expliquée par plusieurs facteurs. En France, vous en avez sûrement entendu parler, on a à l'heure actuelle des problèmes vis-à-vis de notre nucléaire. La moitié de nos centrales nucléaires, de nos réacteurs nucléaires, sont à l'arrêt. Pourquoi ? Vous pouvez le voir sur cette courbe rouge qui montre la production en 2022. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu des maintenances qui ont été décalées à cause du Covid, et donc le personnel qui aurait dû être mobilisé à cette époque-là était confiné chez lui, comme vous et moi. Il y a eu aussi le fait qu'on a détecté des problèmes en termes de sûreté, des problèmes de corrosion sous contrainte. Et ces problèmes de sûreté, on doit, au travers notamment de l'autorité de sûreté nucléaire, tenter de regarder comment on peut y répondre le plus rapidement possible, mais en même temps en respectant un cahier des charges qui est évidemment très important pour garantir à la population qu'il n'y aura pas de problème en cas de redémarrage. Et ça prend du temps, et ça explique le fait que les prix de l'électricité en France sont extrêmement élevés parce qu'il y a une forme de rareté. Et donc le marché décide de dire que face à cette rareté, on va préférer se couvrir et faire en sorte que les prix sur les prochaines années à venir soient extrêmement élevés. À ça, il faut rajouter également le fait que le réchauffement climatique joue son rôle là-dedans. On a connu cet été une sécheresse. Et donc, qui dit sécheresse dit faiblesse d'approvisionnement pour les barrages hydrauliques. En France, 12% de l'électricité est produite grâce aux barrages hydrauliques. Et donc on se rend compte qu'en réalité, tout ça est lié. À partir du moment où on est dans une logique où on a beaucoup utilisé nos énergies fossiles pour pouvoir avoir une énergie abondante et abordable, eh bien on en paye dès à présent le prix. Et donc ça légitime encore plus la nécessité d'accélérer cette transition énergétique pour faire en sorte qu'on puisse se prémunir de ces chocs exogènes. Et puis dans cette dernière slide en bas à droite, vous voyez également le fait qu'en 2022, les approvisionnements de gaz russe sont quasiment nuls dès à présent en Europe et ça devrait continuer pour les années à venir jusqu'à potentiellement résolution du conflit en Ukraine. Maintenant, la question est de savoir quelle réponse européenne est apportée à tout ça. Une réponse qui s'articule sur une logique de court, moyen et long terme. À très court terme, il faut sécuriser nos approvisionnements. Et la souveraineté énergétique redevient quelque chose de cardinal dans le discours politique. Comment on fait ça ? On le fait au travers de deux leviers. Grégoire en a très bien parlé tout à l'heure, c'est la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est changer nos comportements pour réduire notre consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que très concrètement, à l'heure actuelle, les changements de comportement permettent d'une part de responsabiliser l'ensemble des entreprises, l'ensemble des citoyens et embarquer tout le monde dans la transition énergétique, mais peuvent également être mis en place immédiatement, avec un coût nul. Changer le comportement, c'est-à-dire éteindre la lumière, baisser les consommations la nuit, ça n'implique pas de coût et même au contraire ça vous fait faire des économies sur les factures. Donc ça c'est très important pour que l'ensemble des citoyens et l'ensemble des entreprises puissent comprendre l'intérêt de faire cela. Et au niveau européen, on met également une logique de diversification en place. C'est-à-dire qu'on va tenter de regarder où est-ce que les producteurs de gaz peuvent nous fournir en capacité supplémentaire de gaz. C'est notamment les États-Unis, c'est également le Qatar, c'est également les pays du Moyen-Orient. Donc là, ça pose la question de savoir est-ce qu'on ne veut pas tenter de se départir de ce genre de dépendance, notamment en déployant les énergies renouvelables à très court terme, à moyen terme potentiellement en déployant le nucléaire, pour tenter de regagner une souveraineté énergétique qui puisse nous éviter d'être en position de faiblesse si, par exemple, en 2024,
Donald Trump était réélu, si par exemple le Moyen-Orient, avec les problèmes que l'on connaît, venait à prendre feu. À moyen terme, la question des prix et des marges. L'Union européenne a mis en place un mécanisme afin de protéger notamment les entreprises, les PME, les TPE, en faisant en sorte de récupérer une partie des revenus qui étaient générés sur le marché européen de l'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, les renouvelables et le nucléaire vont permettre de rendre de l'argent aux États membres. C'est le cas en France, ça rend 31 milliards d'euros au niveau des énergies renouvelables, notamment pour aider les entreprises les plus en difficulté. Et donc là, on va avoir des mécanismes d'aide qui vont pouvoir être déployés au niveau européen et qui vont ensuite pouvoir, en fonction des priorités qui sont mises en place par chacun des États membres, pouvoir permettre d'amortir ce choc pour les entreprises. Mais ce choc et cet amortissement, il sera conditionné à ce que chacun et chacune d'entre vous joue le jeu. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre vous amorce cette transition énergétique. Et là, on se place sur une logique de long terme. Et on est sur une logique de first mover advantage. Le premier qui bouge, le premier qui fait les investissements avec 2050 et la neutralité climatique en ligne de mire, aura un avantage compétitif sur les autres. Et ça, c'est très important à comprendre, notamment dans la logique qui anime la recherche de rentabilité. Enfin, pour conclure assez brièvement, cette crise, elle aura un effet domino. Et il ne faut pas croire qu'elle va se limiter à certains secteurs. Un exemple très concret, c'est le fait que les engrais sont beaucoup utilisés et produits au travers de gaz. À partir du moment où vous avez des problèmes d'approvisionnement en gaz et vous avez le prix du gaz qui a été multiplié par 10, le prix des engrais va également être multiplié. Et mis bout à bout, ça va créer potentiellement une crise alimentaire, notamment avec le fait que l'Ukraine et la Russie sont traditionnellement des exportateurs de céréales. Et lorsque vous regardez la situation au Moyen-Orient, et notamment avec le printemps arabe, vous vous rendez compte que le printemps arabe est né du fait de problèmes sur la sécurité alimentaire. Et donc cette crise énergétique, elle va toucher l'ensemble des secteurs. Elle ne va pas se limiter à un secteur en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inertie dans les crises des énergies. En 1973, le choc pétrolier ne s'est pas arrêté en 1974. Au contraire, il y en a eu un en 1979. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Et personne ne peut, à l'heure actuelle, estimer être à l'abri. Enfin, pour conclure, un sondage qui montre que les services sont à l'heure actuelle, en tout cas en avril 2022, lorsqu'il a été conduit, un peu à la traîne en termes de réaction face à la crise des prix de l'énergie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on leur demandait aux entreprises de services quelles démarches elles avaient entreprises pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, la plupart d'entre elles n'avaient rien fait à l'époque. Et ça nous conduit à dire qu'il va y avoir un effet ruissellement sur ces questions-là. On ne va pas se limiter au secteur primaire ou au secteur tertiaire, au secteur secondaire. Le secteur tertiaire va être concerné. Et donc, vous avez tout intérêt, au vu des modélisations qui sont faites sur les prix pour les années à venir, au vu également de la nécessité de renchérir et d'accélérer la transition énergétique, et en même temps au vu de concerner, de développer un narratif qui pourra parler également au public concerné et à vos employés, d'accélérer cette transition et d'accélérer les changements qui pourront potentiellement vous conduire à œuvrer pour cette sécurité d'approvisionnement et cette transition énergétique. Merci, j'espère que c'était clair et j'espère que vous pourrez avoir des discussions. Merci Fourvine pour ce tableau très réaliste et assez concret. On ne voulait pas un acteur militant, mais avoir un panorama vraiment très concret de la situation. Alors ce que je retiens, moi, il y a 3 choses, mais chacun retient ses petites notes. Moi, je retiens que la crise va être brutale et dans la durée, en premier point. Je retiens en deuxième point que tous les secteurs sont concernés, tous les domaines, que ce soit le primaire, le secondaire ou le tertiaire. Donc je ne peux pas dire je suis dans les services, tout va bien. Et puis la troisième chose, je trouve que c'est intéressant, les 3 leviers d'action des politiques, parce que ça pourrait être en quelque sorte les 3 leviers d'action des entreprises, à savoir à court terme sécuriser nos approvisionnements et pourquoi pas s'autosuffire. Dans un deuxième temps, sécuriser vos marges. Et on va voir dans la table ronde comment certains entrepreneurs ont, à cause de cette crise, réadapté leur business model ou leur politique tarifaire. Et enfin, le troisième levier d'action, c'est le climat. Et on sait qu'on est tous concernés. Donc voilà, moi j'ai retenu ça de ce panorama.